Mesik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Mesik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Metik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Mesik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Mesik halli Dionisi dun khab. Halli Dionisi dun khab. Mesik halli Dionisi dun khab. Halli Dionisi dun khab. Mesik halli Dionisi dun khab. Halli Dionisi dun khab. Mesik halli Dionisi dun khab. Halli Dionisi. Mesik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Mesik halli Dionisi dundit halit. Mesik halli Dionisi dundit hal. Je vais commencer par Maïka Sanconi, parce que c'est avec elle que j'ai démarré. Un petit recueil de nouvelles qui s'appelait Amor. Un jour j'ai reçu une petite nouvelle comme ça et je trouvais ça extraordinaire. Je lui ai dit bon voilà, faisons plusieurs et on fait un petit bouquin et on part. Et voilà, c'est comme ça que Kidam a démarré. Donc tout de suite je vais parler de son dernier roman qui est paru il y a à peu près 1 an et demi, qui s'appelle Le bord du ciel, qui raconte l'histoire d'un artiste, un virtuose, un pianiste virtuose qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain à cause de la guerre. Il est juif, donc il est traqué, il est marié avec une Française et il doit se réfugier en Corrèze. Et c'est un être qui est très très sensible, un intellectuel, qui soudainement va être confronté à tout à fait autre chose que son univers, ses choix, toute sa vie est bouleversée. Il se retrouve en Corrèze dans un paysage qu'il ne connaît pas, avec sa belle famille, mais qui sont des paysans, et il a du mal à communiquer, etc. Donc il y a tout un jeu sur le fait qu'il rentre dans une espèce de paysage, qu'il bouleverse. Il a beau avoir un piano au fond d'une ferme en Corrèze, il sait que autour de lui c'est le fracas de la guerre, et que voilà, sa vie va être bouleversée, et non seulement sa vie va être bouleversée, mais en même temps son rapport à la musique. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est la façon dont Maïka montre un personnage qui est fermé aux autres, comme totalement clos sur lui-même, et qui peu à peu, à cause des événements mondiaux, mais aussi des événements très intimes, qui sont liés à sa femme, à la naissance de sa fille, qui peu à peu va changer et va être dans la nécessité d'être véritablement au monde, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'homme. Et par l'écriture qui au départ est très baroque, très esthétique, qui peu à peu au fur et à mesure de l'entrée de cet homme dans un paysage qui lui est inconnu, qui le bouleverse dans son rapport à la musique, peu à peu l'écriture change et elle nous donne à voir finalement ce qui sensiblement le bouleverse et va l'amener à sortir de son abri, de son moi, et peu à peu d'aller aux autres, même si effectivement il n'a plus du tout le même rapport à la musique et s'il a laissé énormément de plumes. C'est un livre qui est d'une très grande sensibilité, très sur le fil du rasoir, qui est très certainement assez décalé par rapport à
à l'image qu'on veut bien donner de Quidam, à savoir des livres qui travaillent la forme. L'écriture est assez classique, elle est soyeuse. Pour moi, elle est très très féminine et c'est comme un peintre qui passerait de l'exercice du couteau à la tempéra. Et c'est un livre qui est très émouvant. Voilà. Et donc, comme on a commencé par elle, et que le principe de cette soirée, c'est plutôt que les lecteurs s'emparent des livres, et c'est ce qui me plaisait beaucoup ici avec Hugues, quand on en a parlé pour cette soirée. J'avais pas envie de tenir le crachoir toute la soirée. Ce que j'aime bien, c'est que les gens s'emparent des livres, parce que le rapport du lecteur, c'est lui qui se fait son roman. L'éditeur, qui est aussi un lecteur, il a une vision très particulière des livres, mais c'est pas toujours celle des lecteurs. Et c'est très, très, très bien que finalement, les auteurs parlent d'autres auteurs, les lecteurs parlent des romans, et ainsi de suite. Donc Maïka, tout de suite, va prendre la parole pour parler soit de Lithium pour m'aider, soit de Imelda de John Erdmann, je sais pas. Je vais commencer par Imelda de John Erdmann parce que je l'ai traduit en fait. Parce que Pascal un jour m'a dit j'aimerais que tu traduises ce livre, donc je suis traductrice, mais voilà, c'est la première fois que je traduisais pour lui et je crois qu'il l'a choisi à cause d'affinité d'écriture. C'est un auteur écossais, le roman est très sombre, c'est une écriture du secret. Et je me suis prise au jeu, bien sûr, du langage, de la traduction, bien sûr. Mais ce livre a aussi une histoire pour moi, c'est-à-dire que je l'ai enseigné, j'ai enseigné la traduction de ce livre à l'Université d'Avignon. Il a eu un prix récemment et on en a parlé dans des bibliothèques et aussi en prison. Donc je trouve que ce livre continue à vivre depuis qu'il a été traduit en 2005 ou 2006. Et c'est un livre qui reste toujours aussi énigmatique et aussi fort parce que c'est donc l'histoire du secret, l'histoire d'une famille qui vit des horreurs, mais où tout le langage dit le contraire. Donc voilà, le défi en traduction, c'était de garder ça, c'était de garder le non-dit. C'est un roman qui conjugue deux récits qui se contredisent. Celui d'un des fils de la famille qui devient fou et qui est amoureux du personnage principal qui est Imelda. Et l'autre récit, c'est le récit de l'oncle qui s'est emparé de la vie de cette famille, qui est un être très pervers et qui dit le contraire de ce que dit son neveu. Voilà, donc c'est un livre d'affrontement permanent, d'une écriture extrêmement précieuse, parfois discordante, et voilà, qui m'a beaucoup touchée et qui continue à apparemment toucher beaucoup de lecteurs. Donc c'est pourtant un livre difficile, sombre, et voilà, donc quand Pascal m'a demandé de parler de quelque chose, j'ai choisi ce livre. Et j'ai choisi un deuxième livre qui est Lithium pour m'aider. Juste avant, je voudrais dire que la thématique centrale chez John Erdmann, c'est le double. Il a écrit un livre sur le double comme figure dans la littérature du XIXe siècle. Et il fait le pont entre la littérature russe et la littérature écossaise. C'est-à-dire qu'on trouve chez lui des thématiques qui ont été traitées par Stevenson, Hogg, mais aussi qu'on retrouve chez Dostoïevski, Nabokov. Oui, et voilà. Et dans ce livre, tout est absolument double. Les témoignages, les documents, jusqu'au dernier mot du bouquin. Et bon, j'espère rester un petit peu vivant pour continuer à publier John Erdmann, parce que c'est un super auteur écossais, et les deux autres derrière, ils sont tout aussi extraordinaires, tout aussi tordus, tout aussi vicieux. Et d'ailleurs, quand je le traduisais, dans la rue, je tombe sur un petit livre, je trouve souvent des livres dans la rue, et je tombe sur Despair de Nabokov, un petit roman. Et je me dis, mais c'est extraordinaire, comme tout d'un coup, les deux personnages centraux se ressemblaient. Le personnage de Despair et le personnage d'Imelda, le neveu, le narrateur. Et j'ai été amenée à écrire une postface à ce livre, parce que, voilà, ce lien se faisait non seulement dans le texte, mais aussi, voilà,
dans la rencontre qu'on peut avoir dans une expérience de lecteur entre Nabokov et Herman. Alors l'autre livre, c'est donc Lithium pour m'aider, qui m'a ébloui. De Kate Braverman. De Kate Braverman, donc une américaine, née en 1950, je crois. Juste un mot, traduit par Françoise Marel, qui a traduit tous les B.S. Johnson, qui a traduit Nick Barley. Et voilà, et tous ces livres-là n'existent pas sans les traducteurs. Bon, il y en a qui sont là, qui vont prendre la parole, mais voilà, les traducteurs, c'est aussi essentiel que les auteurs. Nous sommes des auteurs. Je sais. Des auteurs, voilà. Et donc, ce livre m'a ébloui parce que c'est un livre scintillant, c'est un livre désespéré aussi. C'est un livre qui raconte la vie d'une femme dans les années 70 qui a une vie complètement délabrée, qui se drogue, qui est face à la drogue. Mais c'est un livre qui explore le monde avec un langage nouveau. Et la traductrice a fait un travail fabuleux parce qu'elle a vraiment su garder cette simplicité du langage, ces perceptions qui sont complètement nues, simples, sobres. Et donc c'est la transformation de cette femme qui se réapproprie le monde alors que tout autour d'elle s'effondre et que tout est faux et factice. Et ça se passe en Californie. Voilà, l'atmosphère et l'expérience sont absolument troublants et ils marquent une époque tout en étant troublants de modernité. C'est vraiment deux éléments très forts dans ce livre qui m'ont beaucoup touché. Oui, c'est un livre sur l'addiction en général, quoi. L'addiction au sexe, à l'amour, à la famille, à la dope évidemment, mais aussi l'addiction à un univers civilisationnel dans lequel on est tordu, distordu, et il y a une sensibilité qui est très proche de celle de John Didion, mais pour moi, Braverman, elle est aussi ailleurs, quoi. C'est-à-dire, elle est tellement barrée que c'est vraiment à vif, et c'est un livre qui est absolument bouleversant aussi sur les filiations ratées, quoi. C'est un truc à découvrir, quoi. Même si on n'a pas de goût pour la défonce. Maintenant, je voudrais que Laure et Vanessa nous parlent toutes les deux de B.S. Johnson, comme sur le ton d'une conversation de bistrot. Ouais. B.S. Johnson, on est très fiers moi je suis très fière de vous en parler. Alors je vais être très claire sur mon objectif de ce soir, c'est que chacun en achète un, demande à quelqu'un d'autre d'en acheter deux. Vous savez, c'est l'échiquier avec les petits grains de... Parce que l'idée de ce soir et l'idée générale, c'est que Pascal non seulement puisse continuer son travail, mais puisse faire découvrir encore de nombreuses choses et puisse partir en vacances, enfin tout ça. Voilà quoi. Moi, c'est vrai que B.S. Johnson, l'histoire est assez intéressante parce que je l'avais connu sans le connaître il y a très longtemps. Quelqu'un m'avait parlé d'un livre dans une boîte et que c'était formidable. Et en fait, je n'avais pas réussi à savoir qui c'était. Et après, finalement, j'ai découvert que ça allait être publié chez Kidam. Et l'écriture de B.S. Johnson, pour moi, elle est absolument essentielle dans la mesure où elle crée vraiment un choc de lecture qui est vraiment sans pareil. Je pense que tu vas être d'accord avec ça. Et qui est complètement bouleversante. Alors, je ne sais pas duquel tu auras envie de parler en particulier. Parce que je parlerai d'un... J'aime bien Les Malchanceux. C'est vrai que le livre dans la boîte, c'est vraiment c'est un livre, en fait, je crois qu'on le voit ici, où il y a 27 feuillets. Et on peut mélanger les feuillets dans n'importe quel ordre, à part le premier et le dernier, qui sont indiqués comme tels. Et donc, en gros, l'histoire, c'est le narrateur qui est un double de B.S. Johnson et qui va faire un reportage sur un match de football dans une ville. Et quand il arrive dans cette ville, d'un seul coup, il se dit « Mais je connais cette ville, c'est là où mon ami, qui est décédé d'un cancer, a habité ».
Et donc, au fur et à mesure, il va passer une journée dans cette ville pour assister à un match de football. Et en même temps, il va se souvenir de son ami qui habitait ici. Il va déambuler de la gare jusqu'au pub, jusque dans les rues. Et donc, finalement, c'est vrai qu'on peut lire ce livre dans n'importe quel ordre parce que notre mémoire ne fonctionne pas de manière chronologique. Et donc, les souvenirs qui lui reviennent ne reviennent pas de manière chronologique non plus. Donc, faites l'expérience de lire ce livre. Moi, je l'ai lu plusieurs fois en mélangeant les feuillets et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va apprendre sa mort peut-être plus tôt ou plus tard. On va se souvenir d'un moment où ils allaient au pub ensemble plus tôt ou plus tard. Et quand tu parlais d'une émotion, c'est un livre qui est très fort, très touchant, très poignant dans sa description à la fois de cet homme rongé par la maladie. Là, c'est dès le premier feuillet, mais aussi dans ses souvenirs de moments partagés avec cet ami. Donc, et puis dans quelque chose qui va revenir dans d'autres ouvrages, parfois il y a des blancs sur la page. Et ces blancs sont aussi très poignants. C'est parfois quand l'émotion est trop forte, il y a un blanc. Ou s'il y a un mot qui ne lui vient pas, un blanc. Et en fait, c'est un auteur qui va beaucoup jouer là-dessus, qui va beaucoup jouer sur la forme du livre en tant que livre. Et justement, l'innovation typographique n'est pas... c'est pas de l'art pour l'art, c'est pas gratuit, c'est pas une recherche, on pourrait dire, formelle pour le formel, mais au contraire, comme on vient de le dire, c'est à chaque fois pour tenter de calquer au plus juste de l'émotion, de la mémoire. Alors il y a deux choses chez Johnson, il y a aussi cette recherche de la vérité, le fait qu'il s'inclut dans ses livres de manière à la fois très précise et très prégnante, mais extrêmement discrète. C'est-à-dire que si on le sait pas forcément, on peut ne pas savoir que c'est une recherche aussi fondamentale de vérité, et je pense que c'est ça qui touche le lecteur. Dès qu'on lit un livre de B.S. Johnson, et vous allez tous les acheter, vous allez pouvoir constater qu'il se passe quelque chose, parce que justement on ressent ça de manière très très forte. Et je crois que ça passe aussi par le fait que toutes les structures sont extrêmement travaillées. Alors on peut aussi parler rapidement dans Albert Angelo, qui est aussi un livre que j'aime beaucoup, qui est l'histoire d'un professeur d'architecture qui a quelques problèmes avec ses élèves. Il y a vraiment c'est très 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 drôle la manière dont ses élèves lui parlent. Et assez comique, parce que lui il est aussi un petit peu paumé, il n'arrête pas d'aller au pub, enfin bon voilà. Et donc c'est un livre où il y a des trous pour aller plus vite dans le futur du récit. C'est que si le lecteur est pressé, ben carrément on lui fait des trous comme ça. Voilà. En fait, c'est pour découvrir le futur de la fiction. Mais évidemment, c'est un jeu. C'est un jeu avec le lecteur, mais en même temps, c'est pas gratuit. C'est-à-dire que ce que j'aime chez Johnson, comme par exemple chez Hélène Bessette que publie L'Or, c'est l'absolue honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué chez lui. Et en même temps, il bouleverse la forme dans tous ses livres. Il y a quelque chose qui, et c'est pas des gimmicks, c'est pas des petits trucs pour s'amuser. Ça a chaque fois un sens très très précis. Et ce qu'il y a de bien surtout, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit là-dedans. Alors un autre exemple dans Albert Angelo, tu peux peut-être le montrer, Pascal, ce sont les colonnes. À un moment, on est dans une salle de cours et le professeur donc fait cours à ses élèves et en même temps, il a des pensées. Comme tous, on parle et puis en même temps, on pense à autre chose. Okay, il se dédouble. Et donc, voilà. Et donc, on a d'un côté la partie gauche qui est en caractères normaux où c'est le dialogue et puis la partie droite en italique qui retranscrit ses pensées qui sont parfois en totale contradiction avec ce qu'il est en train de dire. Avec son rôle social. Voilà. Et d'ailleurs, Laure a repris un petit peu ce procédé dans son essai sur B.S. Johnson. Oui. Et là, c'est une manière de rendre de la manière la plus fidèle possible et la plus véridique possible la manière dont nous fonctionnons tous les jours. Nous parlons et nous pensons en même temps. Donc ça prouve bien que c'est pas un gadget. C'est vraiment au service de ce que tu disais, de la vérité. Alors dans le genre RAS, voilà, c'est ce que j'avais. Infirmière-chef, qui est vraiment un de mes préférés. C'est une histoire qui se passe dans un centre gériatrique. C'est une journée avec des vieilles personnes et l'entourage qui s'en occupe. Et donc c'est classé, c'est la même séquence temporelle qui est racontée, je ne sais plus combien de fois d'ailleurs, 9 fois.
Et c'est classé selon le degré de sénilité des personnes qui y racontent. Donc ça commence de manière relativement cohérente. Et là, petit à petit. Et puis là aussi, donc les vieilles personnes, c'est très très touchant parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent de la guerre. On voit bien que la mémoire, elle n'est pas forcément complètement linéaire non plus. Et à la fin, on a des clés sur cette histoire. Mais moi, j'aime bien le dernier qui est effectivement complètement sénile parce qu'il y a des pages blanches comme ça. Puis après, ça reprend et voilà. Si à un moment un personnage s'endort, eh ben, on a du blanc. Parce qu'évidemment, il ne parle pas, il ne pense pas, donc on a du blanc. Et en fait, même si le sujet a l'air... en fait. Non, c'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre. Mais ça pourrait être du théâtre. Ah bah oui. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça soit au théâtre. Ça serait super. Avec des vieux acteurs sur le retour, ça serait super. Disons qu'ils spatialisent la page comme une scène. Oui. C'est-à-dire que chaque personnage a 21 pages. Et donc, 9 fois comme ça, l'infirmière chef a 22 pages. Parce qu'il y a un basculement entre la 21e et la 22e. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement aux histoires de tous ces personnages, qui effectivement vont, je dirais, du plus alerte au plus décati, il y a en même temps chez Johnson la mise à mort de la fiction, jusqu'à la page blanche. Et comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, le blanc est utilisé aussi dans différentes fonctions. Pour montrer que les gens ne s'entendent pas, par exemple, qu'il y a une parole qui n'arrive pas à l'oreille d'un personnage, ou par exemple que quelqu'un s'endort, que quelqu'un potentiellement meurt. Voilà. C'est un livre qui est atrocement drôle. Oui, C'est vraiment atrocement drôle. Il faut dire qu'il se passe de drôles de trucs dans ce... On va pas en dire plus, mais c'est assez drôle. On peut pas vous expliquer, mais disons que dans cette maison de retraite, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Il y a des animaux, il y a des gâteaux, il y a plein de trucs. Oui, il y a un jeu assez scato. Il y a un tournoi aussi. Les gens chantent. C'est un livre qui est très 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 joyeux et en même temps très 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 terrifiant. C'est sur la condition humaine et la sur la condition humaine. Aussi, hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que chaque personnage est très incarné dans un détail qui parfois résume sa vie, quoi. Et chez certains, c'est les côtelettes d'agneau. Chez d'autres, c'est la baisse dans les bars. Et chez d'autres, c'est les hémorroïdes. Ils ont tous une façon de parler, on les reconnaît tout de suite. Tout à fait. Un style très particulier, un langage très particulier. Et le plus drôle, moi je dirais que c'est Chalut, effectivement, de V.H. Johnson. Non, pas le plus drôle, c'est Christy Marley. Oui. Je me suis fait un truc. Le plus drôle, c'est Christy Marley avec ses contes, évidemment. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup l'instrumentalisation des personnages, notamment le discours de la mère qui meurt en disant bon bah voilà, mon boulot est fini. Voilà. Mon fils a eu une place dans un livre, donc je m'efface. Voilà, j'ai réussi mon rôle de mère. Et donc dans Christy Mallory règle ses comptes, le personnage principal c'est un comptable qui décide d'appliquer la comptabilité à sa propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des bilans comptables régulièrement dans le livre. Il dit, bah voilà, pour toute insulte que j'ai subie, je vais avoir une compensation. Donc, si par exemple son patron lui a mal parlé, bah, il va rayer le mur en la disant, voiture, bah voilà, je me venge comme ça. Ou si je sais pas, son collègue n'a pas montré assez de compassion au moment de la mort de sa mère, et ben il va lui voler des trombones ou il va lui voler les lettres de ses... Voilà. Et puis plus ça va et plus ça s'accumule et où les représailles deviennent de plus en plus importantes jusqu'à une fausse alerte à la bombe et puis une vraie bombe et puis un empoisonnement et finalement il devient un espèce de terroriste. Mais tout ça dans un ouvrage qui est très drôle parce que le personnage de Christy Mallory est vraiment très très drôle dans son excès. Il met en scène des tableaux comptables, crédit débit, quoi. Donc, avec des comptes qui sont ou très très justes ou vicieusement tordus. Voilà. On retrouve encore ça chez Johnson, cette façon de jouer avec le lecteur, de proposer par exemple dans ce livre-là d'imaginer un personnage comme il l'entend, c'est-à-dire vous choisissez si ce personnage il est féminin, masculin, et ainsi de suite. Il y a tout un jeu comme ça où il demande l'implication réelle du lecteur, et en même temps, dès que cette implication est là, il casse le truc.
et il va ailleurs. En fait, de la même manière, je trouve qu'il arrive à exprimer la façon dont Christy Mallory instrumentalise tout le monde autour de lui. Il le fait en lui-même, instrumentalisant les personnages dans le livre, comme on l'a dit, la mère, les petites amies. Et c'est vrai que c'est un livre qui est très 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 drôle, de par la manière dont il montre ces ficelles narratives-là. Et toutes les petites... Parce qu'il se moque aussi de ça. Regardez, vous voulez tel effet, on va vous le donner. Et, voilà. Voilà. Puis il y a un usage de l'aspirateur qui est à découvrir. Oui, c'est vrai. Exact. Et puis, donc, tu voulais parler de Chalut, peut-être? Oui, Chalut, qui est pas le plus drôle, mais qui est un livre qui est très, qui est vraiment dans la veine recherche de la vérité, et qui était, tu pourras en parler mieux que moi, qui aurait dû être le premier d'une longue série, et dans lequel on découvre peut-être de manière la plus précise la quête de l'écrivain B.H. Johnson, la quête de la vérité. Moi, ce que j'aime beaucoup, donc il s'embarque sur un chalutier dans la mer des, je sais plus comment ça s'appelle, du Nord, les Barents. Et au début, évidemment, il est donc dans l'objectif d'écrire sur lui, de trouver la vérité. Et au début, il est super malade. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de... Vraiment, il vomit vraiment son récit. Et j'aime beaucoup la manière dont les bruits du bateau aussi interviennent dans la narration. Là, c'est la petite... Oui, parce que c'est un chalut des années 60. Donc le chalut vient taper contre la coque lorsqu'on le remonte. Donc il y a des énormes... Et évidemment, ils l'ont logé là, quoi. Donc non seulement les marins l'appellent le plaisancier, mais il est malade évidemment, et donc il mange rien du tout, et il passe son temps sur la couchette, et de temps en temps il va prendre l'air, et lorsqu'il va prendre l'air, il assiste à l'éviscération des poissons avant qu'ils descendent en soute. Alors c'est le livre pour moi le plus lyrique de B.H. Johnson. C'est un grand poème lyrique, c'est en même temps une sorte de psychanalyse sauvage, pas forcément réussie d'ailleurs, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il essaye de remonter des souvenirs comme on remonte des poissons, de l'inconscient, etc. Et c'est le livre dans lequel il dit, je crois que c'est ici, dans celui-là, raconter des histoires. Ah non, c'est dans Albert Angelo. Voilà. Raconter des histoires, c'est raconter des mensonges. Et c'était tout son problème, entre fiction, vérité, réalité. Et là-dedans, je trouve qu'il y a des pages qui sont absolument somptueuses sur vraiment la pêche en mer. Il y a des descriptions du travail des marins et des paysages lorsque le chalut redescend le long des côtes de la Norvège. C'est absolument magnifique, quoi. Et c'est là où on voit que c'est un sacré écrivain, parce que on vous a parlé de 5 livres. Les 5 livres sont totalement différents les uns des autres. Absolument. Et il y a un truc qui se passe. À chaque fois, une recherche d'écriture, une recherche d'émotion et une recherche formelle qui est à chaque fois différente et qui, comme on vous l'a dit, n'est pas de l'ordre du gadget, mais est toujours adaptée à son sujet. Il fait vraiment partie de ces écrivains qu'on rencontre dans sa vie et qu'on est vraiment extrêmement fiers d'avoir pu rencontrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous le conseille très 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 ardemment. Voilà, et puis le mois de février, c'est le 80e anniversaire de sa naissance. Donc ça serait bien qu'il reste vivant, quoi. Et bien maintenant, à qui le tour Romain Romain, donc j'ai publié 3 romans. Zone sensible, Grand ours et Forêt noire. Romain, il a un univers que je dirais fantastique, qui vient peut-être de son amour d'Henri Michaud. Je sais pas, peut-être d'autres influences. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette capacité à ciseler des univers toujours borderline, très très sombres, avec des paris formels très risqués, et qui pour moi sont des vraies réussites. Et il a une capacité à générer des images totalement inattendues. Pour moi, c'est quelqu'un qui est là, dans le paysage littéraire français. Et voilà, c'est des écrivains comme ça qu'il faut soutenir, parce que c'est le début de leur travail et ils sont appelés à faire plein de grandes choses, ici ou là. Et Romain va vous parler de... Crevasse. Crevasse, de Pierre Terzian, voilà.
Merci. qui est paru Il y a un an et demi, non? il y a un an. Alors, c'était en janvier 2012. Crevasse. Qui est un premier roman. Oui, Crevasse c'est un premier roman. Je crois que Pierre Terzian a 32 ans. Ce que mentionne le livre, c'est qu'il vit entre la France et le Québec. Sur son blog, moi je ne le connais pas, mais sur son blog, il a un blog sur lequel on voit beaucoup de photos de lui travaillant avec des adolescents dans le milieu du théâtre, de la mise en scène. C'est sans doute une expérience qu'on retrouve justement dans ce premier roman à plusieurs reprises. Moi-même je suis aussi enseignant et tous les longs passages qu'il consacre à la description de la vie lycéenne, parce qu'à un moment il évoque la vie d'un pion, le personnage est pion à un moment donné de son existence, sont vraiment étonnants et extrêmement drôles, terribles, parce que c'est un roman qui est extrêmement noir, extrêmement sombre, désespéré, on peut le dire, et il y a effectivement certains moments qui sont aussi étonnants et qui en deviennent presque comiques par leur acuité. C'est l'histoire d'un homme qui est quinquagénaire, dont on découvre d'emblée dans les premières pages qu'il se laisse aller à glisser dans une crevasse. On découvre qu'en fait cet homme-là avait l'habitude tous les ans d'aller à Chamonix dans la vallée du Mont Blanc pour randonner et faire l'ascension d'une pente qui semble s'appeler le Grand Paradis, et effectivement qui existe dans le Mont Blanc. Mais cette crevasse précisément, puisque c'est le titre du roman, a dû systématiquement le rejeter et finalement, son souhait va se réaliser dès les premières pages du roman. Donc c'est tragique, puisque ça commence par un suicide. Enfin, moi, ce que je vois comme un suicide, et non pas comme un accident. Alors à partir de ce moment-là, et c'est l'une des caractéristiques assez troublantes du roman, c'est que à l'occasion de cette mort, de cette chute, on assiste à un dédoublement aussi de l'énonciation de la parole, de la voix, qui fait que tout le récit est raconté à la deuxième personne du singulier. Et on a l'impression qu'effectivement le narrateur tout au long du livre s'adresse à vous, lecteur, comme si vous étiez proche et comme si vous étiez vous-même celui dont on va parler, c'est-à-dire cet homme dont on va dérouler l'existence et dont l'existence est précisément n'est pas plus glorieuse, n'est pas plus digne que celle d'une sorte de carcasse vide et désincarné. Alors désincarné, oui et non, c'est-à-dire que effectivement cet homme dont on va revivre toute l'existence depuis son enfance jusqu'à ses 50 ans, est un homme qui a énormément vécu des choses, des expériences extrêmement fortes et pour le moins glauque, à certains moments. On le voit par exemple, il est tantôt pion dans un lycée, mais il est aussi vendeur de maquillage pour des prostituées. Il devient lui-même prostitué. Il est tantôt ouvreur à l'Opéra Garnier, puis veilleur de nuit. Autant de fonctions comme ça par lesquelles il va passer, qu'il va incarner, mais aucune bien sûr ne lui correspond, si ce n'est qu'elles incarnent peut-être pour lui ce qu'il y a de plus médiocre et de plus qui correspond à l'idée qu'il se fait de lui-même, une idée extrêmement négative, qui est celle justement peut-être de cette j'emploie le mot carcasse, il l'emploie à un moment. Le titre qui s'appelle Crevasse renvoie bien évidemment à cette crevasse dans laquelle chute le personnage, mais c'est aussi effectivement, bien sûr, il le dit d'ailleurs dans les 2 premières pages, l'endroit où il est bon de crever. Ce titre justement est à l'image un petit peu de ce style, un peu, de ce style étrange, qui est que on a affaire à une narration qui est extrêmement dur du point de vue des thèmes, des images qui sont véhiculées, quand il y a image, parce que c'est aussi une prose qui est âpre et qui va directement aux choses et qui les nomme précisément sans tortiller et sans faire de longs détours. Et c'est aussi justement une prose
qui peut être obscène par certains moments. C'est aussi l'une des raisons. Enfin, moi, quand j'ai pensé à en parler, je l'avais pas relu, puis en le relisant ces derniers jours, je me suis dit mais c'est un roman dont il est difficile de parler en public parce que tout simplement, il y a véritablement des passages assez insoutenables et qui sont très forts mais extrêmement durs, de l'ordre de l'obscène. Et du coup, le fait qu'on ait cette narration à la deuxième personne, qui instaure un dialogue qui est de l'ordre de l'intimité, de la complicité, fait que on est dans une relation qui est tout sauf une relation publique et de partage. Pour en terminer avec la présentation de ce livre, je pense que le mieux c'est de vous lire les 2 premières pages parce qu'elles sont assez belles, puis elles sont à l'image de cette prose qui est faite. À un moment, l'auteur parle de listes. Il dit qu'il aime, il adore les listes. Et c'est vrai que cette prose lapidaire qui est faite de phrases extrêmement courtes, lapidaire sans effet ou rarement, est assez saisissante. On passe d'une phrase à l'autre, les phrases font rarement plus d'une demi-ligne ou d'une ligne, et parfois donc on se retrouve même avec des pages qui pourraient ressembler formellement à des poèmes. Bon. Tu glisses, tu ne cries pas, tu comprends que tu glisses. Il n'y a pas de bruit. La terre t'attend. Tu laisses faire. Ton corps est le fond. Un trou. Pour finir. C'est blanc. Ça tourne. Tu es calme. C'est le bon endroit. T'as fait comme t'as pu. Tu lâches prise. C'est plus fort que toi. T'es aspiré. C'est fini. Tu rebondis sur la pierre. Tu t'arraches aux parois. C'est encore un peu de vie d'homme. Les rebonds, l'éternité de ta peau. Tu gardes les yeux ouverts. Tu te fends en deux. Tu exploses. Tu comprends que tu ne sens rien. Une grande main froide. Une grande voûte blanche. Ouvert. Cassé. La tête intacte. L'air qui t'entre dedans. Qui t'éteint. La terre s'arrête. Un corps absent, perdu. Une petite chose chaude qui est tombée à la vitesse d'un crachat. Un corps sans monde, figé, les yeux ouverts. T'as le ciel devant toi, une voûte blanche qui siffle, le cou plié, les côtes sorties, les jambes en miettes. Tu laisses ta place. Tu t'es trouvé un lit, en équilibre, transpercé, une trace que la montagne efface. Tu disparais, sous la neige, dans la roche, et couvert de silence, tu deviens secret, au fond d'une crevasse, la plus belle manière de crever. C'est une extrémité du monde où les petites âmes se rendent au ciel, une chambre froide à ciel ouvert, des solitudes empalées, des regards de pierre, des hommes cassés qui découvrent la mort. Une crevasse où la connaissance s'arrête. Il n'y a pas de pensée à la hauteur d'une chute. Personne ne parlera de ta mort. T'as fait moins de bruit que la pièce de 20 centimes qui tombe dans le puits. T'as légué ton corps aux absents. Voilà, donc un livre que je vous conseille. Merci. Merci. Romain parlait du fait qu'il y avait cette deuxième personne du singulier. J'aimerais bien que Claro nous parle maintenant d'un livre qui est aussi fonctionne sur cette deuxième personne du singulier, qui est La femme d'un homme qui, de Nick Barley, traduit par Françoise Marel. Voilà. Et Claro avait fait une magnifique recension. Et bon, ça me paraissait naturel que ce soit lui qui parle de ce livre-là. Bonsoir. Juste un petit mot sur Pascal et Quidam avant. Alors je sais plus trop comment on s'est rencontré avec Pascal, si c'était peut-être autour de B.S. Johnson. C'est avec chez Pascal Casanova. D'accord, une émission. Et moi ce que j'ai aimé tout de suite, c'est quand on rencontre un éditeur, c'est on va découvrir son catalogue. Enfin, il y avait déjà pas mal de titres à l'époque. Et après il y a cet effet qui est
inquiétant et rassurant. C'est-à-dire inquiétant parce que effectivement il y a une diversité de ce que publie Pascal. C'est inquiétant parce que c'est des livres effectivement qui bousculent. On parlait du bouquin de Romain, mais voilà, effectivement du B.S. Johnson, etc. Et à la fois ce qui est rassurant, c'est que ça fait partie de ces éditeurs, il n'y en a pas des masses, je sais pas, il y avait les allusifs, mais je pourrais en citer d'autres, où au bout d'un moment, finalement, quand les bouquins paraissent, comme c'est souvent des découvertes, c'est-à-dire des auteurs soit français inconnus, soit des écrivains étrangers jamais traduits, en fait on fait confiance à ce qui est un peu plus qu'une marque. Et on sait que voilà, ça vient de sortir chez Quidam, on ne sait pas du tout où on va, mais on sait qu'on a globalement 0% de chance d'être déçu et pas mal de chances d'être trimballé, d'être secoué. Ça ne veut pas dire qu'on aime forcément tout dans une production, parce que ça serait aberrant. En plus, bon, j'ai pas lu toute ta production, mais il y a une garantie en tout cas que même les choses qu'on va pas forcément aimer ou adhérer, elles vont nous intéresser, parce que derrière, voilà, il y a un choix, et c'est rare un éditeur où on peut vraiment pas faire confiance les yeux fermés, parce que souvent les éditeurs, voilà, ils sont capables de publier, surtout dans les deux langues, c'est-à-dire à la fois en français et en étranger. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont vraiment très bons en littérature étrangère, forcément, puisqu'ils achètent des livres qui sont déjà parus, qui ont été déjà éprouvés, et qui en fait baissent leurs exigences dès qu'il s'agit de publier des Français. Enfin, on va pas prendre l'exemple, je sais pas, de Gallimard, qui effectivement peut publier, voilà, je sais pas, Artaud et Zeller, ou des gens comme ça, mais bon. Bon, ils ont plus de longueur, mais voilà. Et alors c'est génial parce que tous les bouquins dont on parle là, il y en a plein que j'ai lus, et justement je les ai lus parce que Pascal me les filait ou je les achetais en toute confiance. En les lisant souvent en traduction, on m'a parlé de B.S. Johnson, moi c'est un auteur que je connaissais un petit peu avant, mais que j'ai découvert après justement en lisant en français, où ça avait vraiment un sens de le lire en français. Bon, elle est pas là, Françoise, ce soir. Non. Voilà. Et qui est une super traductrice, qui a vraiment trouvé, en plus sur plusieurs auteurs très différents, à chaque fois a réussi à s'adapter et à rendre quelque chose. Et donc le bouquin en question de Nick Barley, alors ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'on aurait pu jouer à un jeu qui de chacun se tirer dans les pattes et chacun de dire s'il y a un livre que vous devez acheter chez Quidam, voilà, c'est celui-là. Mais moi celui-là il m'a surtout marqué parce que bon, il y a plein de choses qui sont passionnantes dans ce que fait Pascal, que ce soit des Allemands, je sais pas si on va parler de Yergel qui est vraiment fantastique, des choses comme ça. Mais ça c'est un des livres qui m'a le plus surpris parce que je savais pas d'où il venait, je connaissais pas du tout l'auteur. Bon, a priori, voilà, on se dit qu'est-ce que ça va être. Alors, ça s'appelle La femme d'un homme qui. Alors déjà, le titre désigne une forme d'incomplétude, d'inachèvement. Alors, c'est même pas la femme de l'homme qui, c'est la femme d'un homme qui. C'est vraiment le titre le plus improbable et le moins vendeur qu'on ait fait. Et en fait, quand on lit, il y a alors, moi, je sais pas du tout raconter les histoires des livres. Ce qui tombe bien, c'est que la personne qui raconte le livre, quelque part, ne sait pas non plus raconter les histoires. Donc au moins, en tant que lecteur, on est raccord avec ça. Et en plus, comme tu le disais, c'est écrit, donc la deuxième personne voilà, du singulier, c'est tu. Tu entres dans une pièce, tu rencontres ceci, tu fais cela. Alors c'est un tu particulier parce que c'est toujours un procédé, effectivement, quand on fait ça. Vous avez le tu, par exemple, dans la modification de Butor, mais qui sert à un autre propos. Le tu dans la femme d'un homme qui, on sent bien en fait que c'est un jeu, mais qui ne peut pas se dire comme jeu. Et pour la bonne raison que cette femme qui parle sans parler, puisque c'est un tu, elle ne peut pas accéder au jeu parce qu'elle est complètement barrée. C'est-à-dire que faut l'imaginer en fait sortir de Lithium, du bouquin de Kate Braverman. Voilà, elle est complètement bipolaire, déchirée, anorexique, bourrée aux médicaments, picolant, etc. Et en fait, l'histoire, au début, on apprend juste que voilà, qu'elle était mariée à un type depuis 6 mois. Enfin, que globalement, quand elle fait le compte, ils ont dû vivre peut-être 1 mois sur 5 ensemble. Qu'elle sait absolument rien de lui. Il bosse pour des gros consortiums pharmaceutiques ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Et ça commence, le livre, elle apprend que voilà, il est en Angleterre, à Londres. Non, à Leipzig. À Leipzig, donc en Angleterre. Pourquoi je ne sais pas raconter les histoires de l'Est. Et qu'on vient de le retrouver, apparemment, suite à une espèce d'auto-asphyxie érotique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, tout le monde connaît. Avec un quartier d'orange dans la bouche. C'est Stephen Mulligan, le parlementaire anglais qui avait été retrouvé comme ça. Il y a des précédents, il y a des imitateurs, voilà, c'est un truc à la mode peut-être. Mais, très bien renseigné. Donc voilà, donc elle est contactée, il faut quand même qu'elle aille récupérer ce pseudo-mari.
Et après, ce qui est intéressant, c'est que le lecteur entre dans une enquête qu'elle mène un petit peu malgré elle, parce que c'est quand même pas Sherlock Holmes, cette femme. Donc c'est très nébuleux. Donc au bout d'un moment, on se dit, elle va pas y arriver, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle nous entraîne. Et en fait, il y a un phénomène littéraire qui est assez rare dans ce livre, je trouve. C'est qu'il y a une forme de prise d'otage, avec cette voix lancinante, avec une écriture absolument incroyable, qui passe son temps à décrocher, comme ça. Donc le lecteur, au bout d'un moment, il est pris là-dedans, il n'a plus pour se raccrocher, il n'a pas d'autre choix que d'avoir cette vision complètement fragmentaire, paumée, qui passe dans le souvenir. Déstructurée. Mais à la fois, c'est une écriture qui ne peut plus lâcher, parce que c'est la seule qui lui est donnée, comme je le disais, et c'est complètement fascinant. Et on s'aperçoit finalement, bon, cette femme voit le monde d'une façon bien sûr extrême, voilà, complètement folle, mais qui nous semble très familier au bout d'un moment, qui est cette façon qu'on a finalement de rien comprendre et de pas être sûr de vouloir comprendre, parce que c'est évident qu'elle n'a pas forcément envie de savoir beaucoup de choses là-dessus, mais il y a quelque chose qui la retient, donc finalement c'est pas elle-même qu'elle cherche, parce je pense qu'elle a compris qu'elle s'était perdue définitivement, mais il y a peut-être un désir chez elle, peut-être de pouvoir et d'avoir le droit à un moment de dire je. Alors je raconte pas la fin du livre, mais la façon dont elle accédera au jeu, mais sans y accéder, mais quand même. Enfin bon, c'est très particulier la fin. Et voilà, donc on pourrait le raconter bêtement en disant que c'est comme un polar, voilà, une espèce d'enquête. Et à la fois, c'est une espèce d'aventure psychique, d'une dérive incroyable. Bon, comme je le disais, magnifiquement traduit. Avant de venir, effectivement, j'ai fait comme tout un chacun, j'ai relu des passages. Et ça fait partie de ces bouquins, en fait. Vous pouvez les reprendre au bout d'un moment, à n'importe quel moment, parce que c'est une espèce de maelstrom, c'est fait de micro-tourbillons, d'expériences, etc. Et comme de toute façon elle est paumée pendant tout le livre, vous pouvez très bien prendre le livre, en fait, quand vous le relisez, ou même pourquoi pas dès le début, comme ça, juste pour entrer dans sa conscience. Voilà, c'est une expérience vraiment étonnante. Je ne sais pas si entre-temps cet auteur a fait d'autres livres, s'il y a des choses en prévision, mais c'est en tout cas le plus perturbant de tous les livres que tu as fait, je trouve. Ah oui. C'est un compliment. Si, en fait, il a écrit une trilogie sur le Londres underground des années 90, très oral, beaucoup d'argot. Donc c'est une grosse difficulté. C'est difficile à traduire, très difficile à traduire, parce qu'il rend à l'oralité de tas de quartiers. D'une façon très très spécifique, et il faut trouver des équivalents. Donc voilà, il a écrit cette trilogie que moi j'aimerais bien aussi arriver à publier. Mais ce qui est marrant pour ce roman, c'est qu'il m'est arrivé dans un sac plastique par l'intermédiaire de David M. Thomas, qui est un écrivain gallois qui vit à Limoges, que tu as publié, que j'ai publié, qui écrit en français. J'ai publié 2 tomes d'une trilogie sur la guerre d'Espagne, un truc très singulier dont Hugues parlera peut-être tout à l'heure. Et donc un jour dans une lecture, après la lecture, après un plat de sandalou, c'était dans le 20e à Équipage, on est allé boire une pinte, parce que David M. Thomas il aime descendre des pintes. Et donc il me dit, tiens, j'ai un copain qui est là, il a un manuscrit pour toi. Bon, c'est le truc qui arrive tout le temps, quoi. Ouais. Donc on se dit, oh, qu'est-ce que c'est encore? Bon, voilà, je suis obligé de l'éditeur. Je suis obligé de le prendre, quoi. Et bon, je l'ai pris, effectivement. Et puis, je suis rentré, j'ai commencé à le lire, et là, j'étais scotché, parce que je l'ai avalé littéralement, quoi. Il n'était pas paru encore. Là. Non, parce que tout le monde l'a refusé en Angleterre. Absolument tout le monde l'a refusé. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe. C'est-à-dire, c'est incroyable. Pourquoi un roman comme ça a-t-il été refusé? Il faut croire que l'édition en Angleterre doit être très très formatée déjà, parce que c'est pas possible qu'on refuse un truc pareil. Je veux dire, même David Peace est publié, donc pourquoi pas Nick Barley? Et en plus, il avait 3 livres derrière lui, donc et il avait été salué par la revue Granta comme étant un des auteurs en devenir en 2006. Voilà. Pourquoi ce manuscrit a-t-il été refusé? Je ne sais pas. Pour moi, c'était une magnifique opportunité, parce que c'est un livre génial, quoi.
Donc il est sorti en français avant de sortir en anglais. Il est jamais sorti en anglais. Il n'est jamais sorti en anglais. Faut le retraduire maintenant, c'est compliqué. Nicolas, vas-y. Non. Là, c'est bon. Il suffit juste de le revendre en anglais. À moins que ce soit la traductrice qui, en fait... Non. Il faudrait... Oui. Voilà, bon... Je cherche à le vendre dans les pays anglo-saxons. Donc si vous avez des connexions, n'hésitez pas. merci. Voilà. On va passer chez les Allemands. Voilà, Rome Regard de Rolf-Dieter Brinkmann. Il y a eu qu'un seul livre de Brinkmann qui a été traduit dans les années 70 chez Gallimard. C'était un roman très dans l'époque, années 70. Et puis, bon, il y a ce truc-là qui appartient au fond de toutes les très bonnes librairies en Allemagne, si je ne me trompe pas, et qui n'avait jamais été traduit. Et un jour, il y a eu la possibilité de le faire. C'était assez curieux. Une personne qui s'appelle Regina Virvoll, qui était la secrétaire d'une fondation en Allemagne, la NRV, qui s'est adressée à moi en me disant est-ce que vous pouvez publier ça? Il faut que ça sorte à telle date. Et je me souviens très bien, on avait à peu près entre 10 et 11 mois pour sortir le livre. Et moi je lui dis, moi je suis pour, mais il y a une seule personne qui pourra vous dire si c'est possible, c'est la traductrice, c'est Martine Raymond. Et voilà, j'ai demandé à Martine, est-ce que tu penses pouvoir faire la traduction de ça? Et bon, elle a dit oui. Alors je lui ai dit, voilà, on va le faire et on va le sortir. Et bon, voilà, vous voyez le livre, la densité. Elle ne dort pas, cette dame. Non, en 9 mois. 9 mois de travail d'arrache-pied. Je pense qu'elle a dû travailler facilement 14-15 heures par jour. Et ce qu'il y a d'hallucinant dans la traduction, c'est que ligne par ligne, page par page, c'est exactement le facsimilé de l'ouvrage allemand. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un livre incroyable. C'est-à-dire que on parle souvent d'Olny. C'est le cas. C'est vraiment un truc très singulier. Heiner Müller disait que c'était le seul génie de la littérature ouest-allemande d'après-guerre. Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, quand il parle de génie, bon, il met la barre haut. Et Brinkmann, il est très très haut. On peut aimer, on peut détester, parce qu'il y a des pages qui sont parfois très dures. C'est un misanthrope. Alors, le livre, c'est quoi? Ça raconte en fait 6 mois de son séjour à la Villa Massimo, qui est le pendant de la Villa Médicis. Donc, il est là pendant 6 mois, invité, je dirais, par l'État. Mais il est venu là principalement parce qu'il a besoin d'argent. Et sa femme et son fils sont restés en Allemagne. Et donc, tout l'argent qu'il va toucher par l'intermédiaire de l'État va être renvoyé systématiquement. Il garde très très peu pour lui. Et il va vivre comme une espèce d'ermite, un ermite clos dans sa pièce. Il travaille tout le temps, sans arrêt, sur tout. Et la seule chose qu'il fait, c'est il arpente Rome. Et je dirais que ce livre-là, c'est l'anti-voyage en Italie de Goethe. C'est-à-dire, c'est vraiment la face noire. Il n'y a pas de romantisme du tout. Il se vit comme quelqu'un qui est au milieu des ruines. C'est-à-dire, Rome, pour lui, il n'y a rien de séduisant. Donc, on est dans les années 70. Il y a le mouvement hippie. Il vient de quitter ça. Il se comporte comme une espèce de dandy. Il est là au milieu de Rome. Rome, c'est terrible. Les Italiens, ils ne les supportent pas. Et il décrit tout par le milieu, tout ce qu'il vit. C'est-à-dire, à la fois, ce qui l'entoure, il écrit sur tout, il est graphomane. Je dirais que c'est comme si l'électricité parcourait ce livre constamment. Il y a des idées, des concepts, il y en a 1 ou 2 par page. C'est un truc de cinglé. C'est-à-dire que dans le même temps où il décrit, par exemple, un chat qui est en train de jouer avec une souris, il va raconter comment ses petits pois rissolent, comment, dans le même temps, il entend l'eau qui s'écoule dans un tuyau. Et en même temps, il décrit Rome et il est en train d'écrire une lettre d'amour de 90 pages à sa femme. Voilà. Mais quand je dis que ce livre-là est l'anti-voyage en Italie, c'est aussi un livre qui est affreusement douloureux parce qu'en son centre, il y a
une sorte de trou noir. Et ce trou noir, c'est bien sûr l'éloignement. Il y a un éloignement avec sa compagne qui lui manque, etc. Mais ce qui lui manque surtout aussi, c'est son fils, Robert, qui est né handicapé à la naissance, parce que le cordon ombilical s'est entouré autour de son cou. Et effectivement, voilà, son fils lui manque, et il sait qu'il ne pourra jamais communiquer avec son fils. J'ai entendu un document de Brickman parlant à son fils. C'est un document absolument émouvant, parce qu'il essaye de communiquer avec son fils, et évidemment, son fils communique par des bruits, des et voilà. Et pour moi, voilà, au centre de ce livre, il y a ça, il y a cette espèce d'absence, cette douleur qui est absolument incommensurable. Et je pense que Brickman la compense par cette envie de tout dire. Et effectivement, il dit tout. C'est un livre qui est absolument cinglant sur l'Église catholique, par exemple. C'est un livre qui décrit Rome d'une façon incroyable et qui en même temps, quand je dis que c'est l'anti-voyage en Italie de Goethe, en même temps, on ne peut pas s'empêcher de voir chez Brinkmann comme un ultime romantique. Ça fait penser un peu à ces peintures de... Comment il s'appelle David... Gaspard David Friedrich. Voilà. Où il est comme ça sur un espèce de monticule au milieu d'un paysage absolument désolé, et c'est ça, pour moi il est ça aussi, donc c'est assez curieux. C'est un livre qui est d'une maîtrise incroyable, stylistiquement parlant, et lui aussi a cette capacité à décrire des paysages, décrire toutes sortes de petits détails de la vie quotidienne avec une force et une acuité. C'est comme s'il nous saisissait par le callback en nous disant tiens, regarde ce que je suis en train de faire là. Voilà, ça sort de tout à fait de l'ordinaire, quoi. Et bon, voilà, il y a évidemment des choses qui aujourd'hui peuvent peut-être paraître choquantes. Certains se sont dit que ce type-là était peut-être raciste. Moi, je pense pas. Je pense qu'il appartient simplement à une époque. Il faut savoir que Brickman, c'est celui qui a fait le pendant avec la littérature beat en Allemagne. Il a amené la littérature beat. Il y a d'autres livres de lui qui sont des romans graphiques avant l'heure, avec des collages, etc. Il écrivait sur tout. Des cartes de restaurant, les documents sont là, il y a des photos, il y a des cartes postales pornographiques. Donc ça reconstitue vraiment la société des années 70 à Rome, et le parcours de ce type-là qui est seul et qui en même temps n'a qu'une chose à faire, c'est écrire. Et il écrit magnifiquement bien.